François, c'est quelqu'un de la ville, dans le coin de la région de Québec. C'est un pigiste en stockage et en virtualisation. Pour les nouveaux, c'est plus au niveau des serveurs. Aidez-moi à accueillir François Baillargeon. Je vais te mettre présentateur, François. Parfait. Tu vas Comme ça, je vais pouvoir pouvoir partager partager. mon écran parce que je vais vous faire tout le monde une petite démo ce soir d'un environnement Ici. virtualisé, là. Parfait. Fait que tout le monde, vous devriez voir mon Parfait. écran maintenant. Bon, ben parfait. Ben écoutez, Martial, je te remercie. Je vais me présenter. Moi, je suis François Baillargeon. Je suis pigiste en stockage virtualisation. 26 ans de TI déjà cette année. Ça me rajeunit pas. Mais moi, je suis venu vous parler aujourd'hui de Croix, chez qui je suis devenu fournisseur un peu par accident au cours de l'été. Je cherchais du monde qui était bon en Ceph, puis ils m'ont trouvé sur LinkedIn. Fait que suis-je bon avec Ceph? Bonne question. C'est quand même quelque chose que j'ai fait Martial, autour d'un environnement de laboratoire, puis avec un petit environnement, mais je suis devenu un de leurs analystes au support, puis je me dis, ah, écoute, c'est trop pratique pour que je montre pas ça à personne. Dans le fond, ceux qui connaissent pas Ceph, qu'est-ce que c'est Ceph? Ben, c'est un système de stockage d'objets en scale-out ou écoute, je pourrais pas vous dire le terme français, mais en gros, c'est qu'on utilise plusieurs serveurs pour faire un ensemble de données cohérent qui peut être consommé avec différentes interfaces. On pense ici à une interface S3 qui est le plus classique. Là. C'est souvent utilisé pour faire de l'objet. On pense à la livraison de contenu web, des backups de Veeam, des choses comme ça. C'est très distribué, là. C'est sûr que ça demande une bonne réseautique, là. Le nerf de la guerre de ces choses-là, ben, c'est toujours des interconnects avec une bonne vitesse, des équipements qui ont beaucoup de disques, soit rotatifs, soit NVMe, tu sais, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on veut faire, mais Ceph, ça permet ça. Ceph, cela dit, c'est quand même quelque chose qui est un peu comme tout ce qui est dans le domaine du FOSS, là, c'est un bloc Lego, là, tu fais ce que tu veux avec, mais l'intégration est toujours pas toujours parfaite, puis c'est pas pour les débutants, tu sais, ça se passe toujours par une gestion dans des fichiers texte, des choses comme ça, fait que, tu sais, pour quelqu'un qui a besoin de ça dans sa PME, ça peut être un peu rébarbatif. Donc, d'une affaire à l'autre, ben, Kreuz, eux autres, c'est une PME allemande, là, on est partout dans le monde, là, ils ont aucun bureau, moi, je travaille confortablement de la maison depuis que je travaille pour eux, le présentiel, c'est fini à tout jamais, et ils font un système de gestion du cycle de vie d'SF qui rend ça facilité. En gros, la composante principale, c'est qu'il y a un conteneur qui fait rouler un serveur DHCP ou un serveur PXE aussi pour démarrer d'une image. Donc, tous les serveurs qui font partie de ton cluster, ils ont une image qui est dynamique, qui peut être rechargée facilement lors d'un redémarrage. Ce qu'il faut comprendre ici, on change de version, tout ce qu'on a à faire, c'est redémarrer le serveur puis changer d'image, puis les configurations sont conservées tout simplement dans le conteneur d'origine en XML, là, c'est rien de bien particulier, ou du YAML, je me souviens plus. Puis, il y a une manière de backuper ça sur le cloud. Mais en tout et partout, là, ça rend la gestion facilitée parce que tout devient très visuel. Tu sais, je pense que, est-ce que c'est la version d'entreprise, la version free, ferait l'affaire? Je vais vous le montrer. La version free est utilisable pour 30 jours, puis après ça, je pense que vous êtes limité à 100 gigs d'espace. Donc, assez gros pour s'amuser, mais si vous voulez vous en servir pour des emplois sérieux, là, c'est sûr qu'il faut payer une licence. Cela dit, c'est assez abordable. Là, j'ai dans la tête comme 500 pièces par mois par pétabyte là, avec un P. Là. On passe à 1000 terabytes, puis passer à 10 pétabytes, je pense qu'on tombe à 1000. Il faudrait voir c'est quoi la structure de prix, mais en gros, c'est que ça inclut aussi le support, là, parce que un cluster Ceph qui éclate en pleine nuit, des fois, il faut appeler un adulte. Là. Semble-t-il, je fais partie des adultes. Là. On n'est pas une grosse gang dans le monde. C'est pour ça qu'ils sont venus me chercher via des posts que j'ai faits sur LinkedIn, mais voici la bête. Fait qu'en gros, ce que je vous présente là, tu sais, c'est une version virtualisée où on a 3 serveurs qui agissent en concordance. Là. Vous allez me dire 3 serveurs, c'est un petit environnement. Là. On s'entend que dans la vraie vie, ça en prend 5 ou 7 pour des questions de quorum. Parce que c'est un peu ça. Tu sais, si je vous montre un peu ce qu'on voit là, ça, c'est le tableau principal. Comme je vous dis, ça roule sur un conteneur qui a été démarré, puis écoute, je vous mettrai les informations dans le chat. Là. C'est vraiment facile. Là. Vous faites Docker pull, Croit, puis c'est assez tigidou. Là. Ça part dans minutes, puis ça va partager l'IP du host sur lequel il tourne, sur le bord 443 puis 8080 pour avoir accès à une interface web avec un user pass par défaut qui est dans la documentation, qui après pourra être intégré à d'autres univers de gestion. Là. Où je suis, ils utilisent Authentic pour faire une association avec nos comptes G Suite, là, parce qu'ils utilisent Google pour gérer pas mal toutes les permissions
pour les analystes au support, mais c'est un peu ça. Fait que, ben, dans le fond, c'est ça que je vous montre, là. Si je vous montre ce que c'est, moi, dans le fond, j'ai un nœud qui roule le conteneur, puis j'ai trois autres nœuds qui contiennent un nombre de disques X, là. En général, ça prend plus d'un disque par unité. Puis c'est important, si possible, budget permettant, d'avoir un mélange de SSD si vous voulez faire des écritures rapides. Puis pour la capacité, dans les gros clusters, si vous faites de l'objet, de l'archive, c'est généralement des disques rotatifs, mais ça peut aussi être des disques NVMe. Le gros avantage, c'est que, comme je vous dis, c'est quelque chose de très flexible. Tu sais, dans les interfaces possibles, on parlait de S3, on parle qu'on peut faire des partages NFS, on peut faire du SMB, on peut faire du iSCSI. On a parlé avant le début de la rencontre du NVMe over Fabric. Donc, on comprend que ça devient une unité de stockage qui peut avoir de multiples personnalités. Tout se gère par des espèces de piscines. Là. Je vais vous montrer ça. Dans un serveur, on a plusieurs pools qui lui-même va contenir plusieurs disques. Là. Il y a beaucoup de pools qui sont par défaut, là, les disques de métadonnées et ces choses-là, mais on dit on veut créer un pool pour une utilisation. C'est très simple. Là. On dit qu'on crée un pool. On dit pool du. Ben, je vais dire meetup, mettons. Puis, tu sais, après ça, je dis, ben, quelle taille je veux qu'il y ait. Par défaut, Ceph écrit ses objets de deux manières. Soit qu'il fait la réplication. Généralement, on dit que chaque bloc qui est écrit va avoir trois copies, dont deux minimalement pour être capable d'écrire. Tu sais, lire ici, on peut perdre un. Ben, ça l'explique, là. On peut perdre un domaine sans perdre la disponibilité des données. Puis, on peut perdre jusqu'à deux serveurs sans perdre des données de manière permanente. Fait que, tu sais, on comprend ici que si on a trois copies, il est encore capable d'écrire s'il en reste deux, mais il est averti. Puis s'il en reste juste une, il gèle pour éviter d'endommager tes données. Là. Fait qu'après ça, ça nous dit que la capacité est perdue à 200%. Donc, dire que pour stocker un téraoctet, ça en prend trois. C'est généralement ce qu'on va utiliser pour faire la vitesse. À l'inverse, on peut faire du code d'effacement. C'est quelque chose qu'on voit dans l'univers du ZFS, des stockages personnalisés d'entreprise. Dans le fond, c'est qu'on va dire qu'on fait du code d'effacement, puis on va dire combien qu'on veut de chunks de données. Tu sais, mettons, la donnée va être distribuée sur 4 unités. Puis après ça, ça va prendre deux autres serveurs pour faire la parité. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut perdre un serveur, on va être endommagé. Deux serveurs, on perd tout dans notre pool. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ça prend 4 fois moins d'espace. Donc, pour des usages plus lents, pour des usages où c'est moins important d'être très fiable s'il y a un backup facilement, ben on peut facilement que ça nous coûte moins cher. Là. Fait qu'après ça, il faut dire le nombre de placement calculateurs pour ça parce que la piscine de données va être cassée en genre d'objets qui vont être distribués à travers tous nos serveurs. Fait que, en gros, c'est ça. Là. Ça nous permet de créer des piscines de données d'usage assez flexibles de manière graphique. Parce que ça, sachez que dans la version sur Debian ou Fedora, ben, vous faites tout ça en ligne de commande, puis ça rend ça un peu ardu. Là. Ça se fait, ça s'apprend, mais c'est beaucoup plus facile pour des opérateurs moins expérimentés. Tu sais. Pensez à un généraliste là, qui vit d'une PME qui dit ben moi j'ai besoin de stockage pour VMware demain matin, ce serait peut-être une bonne idée qu'on contrôle un peu plus nos budgets. Ben, un outil comme ça coûte moins cher qu'un cent. Ultimement, c'est l'usage qu'on en fait souvent. Là. Fait qu'une fois qu'on a créé notre pool, ben on peut l'associer à toutes sortes de choses. Là. On peut dire que c'est du bloc, on veut créer des Rados Block Device. Qu'est-ce que c'est? Ben, Rados, en fait, c'est une interface qui permet à des Unix-like de faire comme un lien directement sur un disque virtualisé. Là. On crée un RBD, puis après ça, lui, on peut prendre des snapshots, on peut le comporter un peu comme un VMDK sur le VMware, s'il y en a qui sont familiers de ça. Là, ça permet d'exposer un disque. Une fois que le bon, je l'ai testé, là, on peut l'intégrer facilement dans Proxmox, on peut l'intégrer facilement directement d'une machine Linux dans du FreeBSD. Il existe un pilote pour Windows aussi. Puis à partir de là, ben, on peut créer un système de fichiers classique, là, passer XFS, XT4, NTFS si vous êtes en Windows, il n'y a aucun problème. Ce que ça permet aussi, qui est pratique, ben, on peut faire des snapshots. Tu sais, on pourrait dire que, mettons, on fait un snapshot à toutes les nuits à minuit, puis on choisit le pôle qu'on veut garder. Je dis, bon, ben, mon test pool, je donne le nom, tout ça, quel RBD que je veux dedans, tu sais, parce que un pôle va contenir plusieurs disques. Ben, après ça, ben, je dis, ben, fais un snapshot du disque, puis là, à toutes les nuits, il va faire un snapshot du disque, puis il va en garder trois. C'est un exemple. Puis, ce qui est plaisant de Croid, c'est que généralement, il donne des valeurs où
par défaut, ça a du sens pour des cas d'utilisation peu complexes. Là. Quand on tombe dans le compliqué, c'est sûr que c'est plus dur. Puis tu sais, vous voyez, là, ça dit c'est quoi que c'est dans le cron, là, on réinvente pas la roue. Là. C'est vraiment une couche d'abstraction par-dessus tous les fichiers texte pour que ça soit visuel et facile à gérer. Là. Une autre fonctionnalité qui est plaisante, ben, c'est qu'on peut faire des miroirs. Ici, on a deux clusters. Le recouvrement de désastre est facilité parce qu'on peut dire, garde toujours synchronisé une paire de clusters, mettons, on imagine un à Montréal, un à Québec, relié par un VPN, une fibre noire, quelque chose comme ça. Ben, il peut répliquer parce que, comme je vous dis, tu sais, puis vous serez pas surpris d'apprendre ça. Là. Il y a quand même une forte pression pour que les gens réussissent à sortir de l'univers Broadcom. Tu sais, VMware a décidé que la meilleure move, c'était de quadrupler les prix de licence de tout le monde. Ben, tous les gens cherchent à sortir. Donc, avec Ceph, c'est facile parce que dès qu'on l'utilise dans Hyper-V ou dans on pense à QEMU là, via Proxmox ou Zen Server, quelque chose comme ça, ben on pourrait présenter du stockage qui est défini par logiciel sur du matériel qu'on possède, puis qui n'aura pas une fin de vie artificielle comme une unité de stockage classique. Là. Fait que c'est un des cas d'usage, puis je vous dirais que jusqu'à 3 ans passés, les autres interfaces étaient considérées comme moins stables. Le système de fichiers distribué j'aurais pas mis ma thèse de maîtrise là-dessus en 2016, disons. Donc, ben, c'est ça que ça permet. On peut y mettre de la qualité de service pour limiter la vitesse. Puis après ça, ben, comme je vous dis, on peut l'exposer directement en RBD ou en NVMe over Fabric ou iSCSI. Puis en iSCSI, on fait rien de spécial. Là. On fait un groupe dans lequel il y a des IP différentes. Puis vous allez voir que toutes les interfaces de ce système-là généralement, à SCSI, c'est pas offert, mais à NFS, oui, là. C'est qu'on utilise Keep Alive D pour créer une IP virtuelle flottante entre les différents nœuds qui font un sémaphore entre eux. Là. Fait que, écoutez, je parle rapidement pour qu'on pack du contenu, là, mais si vous avez des questions, vous m'arrêtez quand vous voulez, là. Il n'y a pas de problème. Fait que, tu sais, vous voyez, là, dans notre exemple ici, là, tous les nœuds qui sont partis de mon cluster, ils peuvent tout simplement exposer du iSCSI, puis ça me crée un... Je peux savoir c'est quoi les hosts? Ouais, les hosts que j'ai déclarés. Tu sais, je vais écrire un groupe qui va devenir un target directement, puis je vais être capable de le targeter avec un OS. Là. Comme je vous dis, iSCSI, c'était assez bien supporté. Là, écoute, à partir de Windows 2003, il y avait un initiateur logiciel du côté de Windows, puis Linux depuis le noyau 2.4. Là, donc, c'est assez mature. Cela dit, chaque couche d'abstraction coûte du CPU. Donc, si votre OS est capable de manger des Rados Block Device directement, c'est généralement le plus rapide, ça enlève la complexité. Là. Plus que ça, ben, on peut définir les hôtes qui sont associés aux clients, puis pour des raisons de sécurité, on fait du CHAP, là. Puis on déclare des disques qui, dans le fond, ne sont que des disques RBD exposés. Donc, dans le fond, là, on a Ceph qui présente des disques qui, par-dessus, s'exposent à iSCSI à peu importe. Je vous dirais que ce qui est plaisant, c'est qu'en iSCSI, c'est supporté officiellement par VMware sur la HCL. Si vous êtes en processus de sortie d'environnement vers autre chose. Là. Ben oui, c'est Yahoo qui a demandé. C'est open source. Là. C'est un projet universitaire qui a été rapatrié par maintenant c'était IBM, là, mais dans le temps, c'était Red Hat qui était le plus gros bailleur de fonds là, pour ce projet-là. Pardon. Fait que, ben, comme je vous dis, ça permet aussi d'offrir du CFFS. Il y a 3 manières de le consommer en utilisant le client CFFS directement. Comme je vous dis, d'un environnement Linux, c'est assez commun. Là. Il y a 2 manières de le faire en Linux. Soit avec le Fuse Driver, c'est le File User System quelque chose. Là. En tout cas, de le faire en User Space, puis on peut le faire kernel. Kernel est généralement plus rapide, mais plus sujet à des bugs. Là, fait que faut toujours un peu lire les petits caractères quand il y a des nouveaux builds, mais c'est quand même quelque chose qui est très bien supporté. Donc, classique, là, c'est rien de spécial. Là. On a un système de fichiers qui est arborescé, dans lequel on peut créer des services SMB, NFS, même chose, là, avoir des snapshots, tout ça. Parce que le CFFS, il peut être aussi envoyé remote à un autre cluster. Là. C'est pas encore exposé dans l'interface graphique parce que c'est une nouvelle feature dans Ceph, donc on est toujours un peu à la traînée de Ceph, là, on s'entend. Là. Mais on peut facilement créer un nouveau snapshot comme ça. Ben, on va être capable de retourner en arrière si on a des tests à faire, tout ça. Puis, ben, c'est un peu ça. Fait que, plus que ça, tu sais, on peut faire du Samba facilement. Samba s'intègre directement à Active Directory là, pour la gestion des permissions. Comme je dis, c'est vraiment
un bloc Lego tout fait pour que vous soyez capable d'intégrer RealmD, Keep Alive D, un client SFFS, puis SamBody dans un seul package. Là. Après ça, on peut gérer les exports puis les ACL puis tout ça. Fait que, tu sais, si je l'édite, là, on voit rapidement que la permission, j'ai mis un user par rapport qui a un peu trop de permissions, il peut écrire, mais c'était vraiment pour des fins de test. Là. Fait que, tu sais, c'est facile, vous pouvez gérer le cycle de vie complet facilement. Là, tu sais, t'en crées un, tu dis c'est où dans le file system puis tout ça. Cela dit, les nouvelles versions de Ceph qui sont réalisées en janvier devraient supporter plusieurs file systems. Là. Si on se dit que on a un cluster centralisé qui fournit des données à plusieurs entités, puis il faut absolument pas qu'il y arrive quoi que ce soit, ben il va supporter des pots différents. Cela dit, les permissions hiérarchiques sont généralement au niveau d'un sous-répertoire, puis c'est assez tête. Là. Comme je dis, ça dépend d'Active Directory, mais il y a d'autres moyens de gérer cette mécanique-là. Fait que ça vous permet de faire du SMB, tu sais, pour un univers Windows. Là, tu sais, moi, je l'ai vu surtout dans le jeu vidéo. Là, j'étais quand même là-dedans longtemps. C'était le genre d'usage qu'on faisait des scale-out software. Là, du gros stockage pour mettre des builds des jeux, des choses comme ça. Plus que ça, ben, ça fait du NFS aussi. Là, un use case intéressant pour une conversion de VMware à Proxmox. Un sujet chaud quand même en 2025-2026. Pour la simple raison que c'est impossible de sortir d'un environnement vSAN directement avec une migration à chaud. Là. Souvent, ça vous demande un intérimaire que vous faites une migration de stockage. Donc, un petit NFS, ça s'aide, ça fait bien la job. Là. Fait que même chose, c'est on a plusieurs clusters qui peuvent contenir une grappe de serveurs, puis après ça, on choisit l'exportation, puis on peut donner des groupes de haute disponibilité. Là. Mettons, dans mon exemple ici, là, on voit que j'ai 2 serveurs qui sont membres, ben, ils vont partager un IP arbitraire qu'on va y déclarer, qu'il faut qu'ils soient dans le même segment, là, parce que s'il y en a qui sont familiers avec Keep le premier regarde le deuxième, puis si le deuxième répond plus, il prend le relais de l'IP qui est partagé avec une MAC virtuelle, qui a une syntaxe particulière. Là, les premiers 6 bytes, là, ils sont définis comme étant une IP virtuelle très courant. Là. On utilise ça pour le VRRP introduit par Cisco pour faire des routeurs virtuels, des choses comme ça. Très classique. Oui, oui, moi aussi j'aime beaucoup NFS. Fait que plus que ça, ben ça fait du stockage d'objets aussi. Comme je vous disais, là, classique S3, ça fait des buckets avec des histoires d'avoir des clés, puis tout ça, tu sais, si je l'ai dit. C'est-tu là-dedans? Les ACL, ouais, c'est tout là-dedans. Kata. Les buckets comme tels. Et je pense qu'on voit les clés, ouais, c'est ça. Les clés sont là-dedans. On peut l'éditer, on va aller voir les ACL, tu sais. On peut éditer facilement les permissions, mais ça peut être géré par Active Directory aussi. Users. Ouais, puis c'est là-dedans qu'on peut aller trouver notre clé sécuritaire puis tout ça. Là. Il génère un fichier de config directement pour S3CMD là, si jamais vous voulez utiliser ça. C'est pratique pour un outil de debug. Là, puis sinon, les clés très classiques. Là, vous voulez consommer ça avec Veeam, un code d'usage que je vois souvent. Vous mettez la clé, le secret, puis l'IP, puis final bâton, ça fonctionne généralement. Fait que, en gros, c'est les interfaces majeures. Là. Comme je vous dis, ça peut faire du stockage objet, ça peut faire du stockage fichier, ça peut présenter des disques virtuels. C'est pratique pour ça. Une des grosses particularités de Ceph, ben, c'est ses modes de défaillance. T'sais, quand c'est assez gros, c'est construit pour briser. Vous pouvez éditer comment ça se passe en éditant dans le Crush. Ça veut dire Control Replication Under Scalable Hashing. En gros, c'est la manière de diviser les données. Tu sais, je vous montre ça visuellement. Là. Vous voyez, par défaut, une donnée va être présente toujours dans un seul répertoire de haut niveau. Ce qui veut dire, tu sais, tantôt, je vous ai expliqué que les classiques, on fait une réplication en 3 chunks. Ben, les 3 chunks ne seront jamais sur le même disque, là, sur le même host. Parce que pour des raisons de sécurité, si tu perds tes 2 chunks mais qui étaient sur le même serveur, ben ça risque d'être difficile pour tes données. Fait que, on peut créer un bucket. Là, par défaut, j'ai le root, le rack, le host, mais je pourrais dire, moi, je crée un truc qui va être, mettons, la rangée. Puis là, je vais dire la rangée. Puis là, je rajoute des rangées comme ça. Sur mon truc, ben ça sera pas long qu'il va le recalculer. Puis ce qui est pratique, c'est qu'en fait, c'est un éditeur. Parce que pour des raisons de performance, ta crush rule
c'est un fichier binaire, là. Donc, il va le régénérer pour vous. Puis, je me dis, peux-tu me l'ajouter? Peut-être que j'ai mis un TLD qui est trop élevé, là. Mais de toute façon, tu sais, c'est ça, là. Vous voyez, là, que c'est vraiment visuel, tu sais. Je peux dire que mon hôte, il fait pas partie du rack, puis des choses comme ça. Ça bouge de manière entièrement dynamique. Puis, une fois qu'on l'applique, tu vois aller, là, je suis sorti comme le rack importe plus, ben, j'ai juste à le sauvegarder. Il va faire le crush change. Il va dire, bon, ben, toutes les racks qui vont être dépréciés, vous allez retourner à racine. Je vais l'appliquer. Il le met à jour. Simple comme ça. Pas plus compliqué que ça. Fait que, puis là, il va se mettre à rebalancer pour un bout, là, parce que pour des raisons de sécurité, il fait sûr que tout est toujours divisé comme ça. Plus que ça, ben, je peux vous montrer aussi un peu comment c'est fait. Vous voyez, on peut avoir la gestion centrale de 3 serveurs qui, eux, vont rouler les services de manière convergée, là. Dans un cluster Ceph, il y a 4 grands services. Les OSD, Object Storage Daemons, en gros, c'est les disques qui se représentent eux-mêmes sur le réseau. Il y a le moniteur. Les moniteurs, il y en a toujours plusieurs, là, qui, lui, est un peu le chef d'orchestre de tout ce qui se passe parce que il fait la corrélation entre le crush map puis qu'est-ce qui est présenté sur les disques, parce que sans le crush map, on ne sait pas trop ce qu'il y a sur les disques, là. Donc, c'est important d'avoir toujours plusieurs moniteurs parce qu'ils peuvent se répliquer entre eux. Puis, c'est assez simple de faire un backup de la crush map. Là, on s'entend. Là, périodiquement, ça se configure puis ça permet de le faire. Vous n'avez pas à gérer cet aspect-là manuellement. Là. Vous pouvez juste, si vous avez une souscription commerciale, vous dites, ben moi, je prends le service, c'est inclus. Un autre des services, puis je vais vous les montrer. Là, je pense que ça va être plus clair comme ça. Là. On a parlé du MON, on a parlé des OSD. Ils ne sont pas présentés. Là. C'est implicite qu'il y en a. Il y a le manager. Ben, le manager, qu'est-ce qu'il permet? Lui, c'est l'API pour la télémétrie. Là. Croid se base beaucoup là-dessus pour aller chercher ces données qu'il nous présente de manière élégante, mais vous pouvez aussi aller chercher ce qu'il y a là-dedans avec Zabbix, avec écoute, Prometheus, là, ça parle un peu à tout. Puis comme c'est un produit open source, ça s'intègre facilement. Un autre démon qui est quand même facultatif, mais fréquemment utilisé, c'est le MDS, le Metadata Server. Metadata Server. Lui, qu'est-ce qu'il fait, en fait? C'est lui qui crée le système de fichiers CFFS. Là. Il fait la corrélation entre ce que le MON dit, ce qui est stocké sur les OSD, puis il garde dans la mémoire de quoi a l'air le file system. Là. Ça peut être très grand, puis pensez que c'est un file system que dès qu'on a les clés, il est partageable. Là. Donc, vous êtes dans un univers, vous avez des balanceurs de charge, il faut qu'ils présentent les mêmes données. Là. Vous peuvent être connectés sur le même CFFS, il n'y a aucun problème. Partage NFS, c'est la même chose. Tu vas avoir 2 serveurs distincts qui vont être bindés sur le même système de fichiers, puis CFFS va gérer tous les accès de permission, des choses-là. Bon, je pense qu'au niveau du locking des fichiers, il y a des fois il y a du tunable à faire, mais dans le déploiement que vous avez là, c'est tout fait, là, mais si vous le faisiez d'un environnement Proxmox qui intègre Ceph, ou si vous le faisiez directement bare metal Ceph sur des serveurs classiques avec Ceph ADM, ben, il faudrait que ça soit fait à la main. D'autres démons qui roulent, ben évidemment, sur le même équipement, il va rouler nos démons NFS, iSCSI, NVMe, OF, puis le miroir RBD, là, qui est son propre service. Lui, il fait juste checker que les 2 miroirs sont synchronisés. Ça peut se faire de manière journalisée, soit à chaque transaction, ou il peut le faire sur un timescale. Il dit à toutes les 5 minutes, si le lien est passé rapide. Cela dit, quand c'est pas synchronisé, ben, il faut accepter que s'il y a une panne majeure puis qu'il tombe un météore sur le premier centre de données, vous allez peut-être perdre 5 minutes en faisant une reprise au Japon. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que, ça ressemble un peu à ça. Les serveurs eux-mêmes, ben, on peut éditer facilement les interfaces réseau. Là. On a plusieurs NICs, mais on pourrait créer des liens LACP, mais dans mon cas, c'est impossible là, parce que j'ai pas 2 interfaces virtualisées. Là. Gardez en tête que c'est une démo sur Proxmox là, pour le développement puis tester des scénarios pour nos clients. Plus que ça, ben, ça gère des affaires classiques comme les VLAN puis tout ça. Fait que ça fait le tour pas mal pour ça. Fait que ben, en gros, une autre affaire qui est intéressante, c'est qu'il y a le advisor qui est un peu ton Gemini Cricket de qu'est-ce qui se passe là. Si il n'y a pas de backup de configurer, il va te le dire. Mettons que je pourrais aller sur mes serveurs, puis je vais dire, ben, je vais détruire un des moniteurs. Genre. Je vais dire, le mon, là, on le delete, il est pas cool. Là. Donc là, on tombe dans une situation de semi-panne où il va dire, ben, pour bien faire, ça te prendra un moniteur de plus. Là. Fait que, il devrait se plaindre dans une grosse minute. Là.
Donc, je sais pas si vous avez des questions ou quelque chose jusqu'ici, là. Mais vous voyez, là, l'adviseur dit, oh, il n'y a pas assez de moniteurs. Fais quelque chose. Fait que c'est assez simple, là. Dans l'adviseur lui-même, il nous suggère d'en créer un nouveau. Fait que ce que je peux faire, je vais les classer. Je vais dire le old one, je vais tout simplement wiper le disque là, puis le recréer. Là. Fait que, tu sais, c'est quand même facile de voir ce qui se passe. Puis là, c'est triste, on le voit pas dans l'environnement virtuel, mais il peut te faire ton smart data aussi. Là. Si on y voit que les disques ils s'en viennent fatigués ou qu'il y a des mauvais secteurs ou des choses comme ça, il va te le dire. Fait que là, ici, vous voyez, j'ai mon serveur numéro 3 qui a un disque non assigné, qui est un SSD. Là, c'est émulé, là, c'est pas un vrai SSD. Là. Le backend ne m'importe pas. Là, puis je vais dire que je le set to mon. Je redonne son adresse. Puis là, tout simplement, il va repartir un moniteur devant nous. Là. Fait que, vous voyez, le cycle de vie de ça est quand même pas sorcier. Là. Puis, vous prendrez le plaisir de l'essayer. Là. Ça va vous prendre peut-être au moins 3 VM qui ont un SSD émulé, un HDD émulé, puis je dirais à peu près 8 à 12 GB de RAM par nœud. Là, c'est quand même gourmand parce qu'il va utiliser la mémoire pour faire les opérations de sur les métadonnées, du caching, des choses comme ça. Là. Fait qu'on va y laisser rouler sa bosse, là, d'habitude. Pas long que ça part, mais tantôt, il a accroché. Fait que si jamais il revenait pas, ben, c'est pas plus grave, là. Il va tomber en warning. C'est un environnement de développement, là. Pas trop grave. Mais c'est un peu ça. Fait que je vais laisser rouler sa bosse, là. Au pire, je m'ostinerai avec demain, là. Il y a peut-être un bug. Quelque chose d'autre qui est très cool, c'est que les serveurs, vous voyez, les images, mettons, la dernière version, c'est Reef, c'est celle qui est téléchargée, mais tu sais, je pourrais dire, moi, je suis un cowboy, je vais tester des trucs. Je veux des images de développement. Et les nightly builds, là, je pourrais dire, ben, je l'update. Puis c'est pas plus dur que ça. Fait que, tu sais, je dis que je le download. Il va le télécharger. Ça ne devrait pas être trop long. Là que là, j'en demande peut-être un peu au Père Noël, là. J'ai un serveur qui s'installe puis je télécharge des images en même temps. Mais ça vous permet facilement d'installer une nouvelle version. Ce qui va se passer, en fait, comme je vous disais, comme c'est un serveur PXE uniquement, puis un serveur d'HTTP, les serveurs, ils vont démarrer, ils vont redémarrer. On peut le faire tout en même temps, ce que je recommande pas, ou on peut le faire staggered, là, qui va le faire en étapes. Là, il en repart un, il en repart un autre, puis il regarde la santé de tout le monde quand ça part. Il va redémarrer. Les architectures disponibles, ben, nous, on roule sur de l'Intel, là, mais ARM, si vous êtes tripeux, ça se peut aussi. Et ils sont disponibles. Pas tous les candidats, là. On s'entend. Je pense que des fois, ils buildent juste Intel pour faire le test, là, mais c'est quelque chose comme ça. Fait que c'est facile comme ça de voir un peu ce qui se passe. D'autres choses qui sont pratiques aussi, c'est que on centralise le logging aussi. Tu sais, si vous cherchez quelque chose, là, à gauche, vous l'écrivez, là, genre log, puis là, hop, tous les logs. Fait que là, on peut aller voir dans les logs, puis on peut voir, bon, qu'est-ce qui se passe là. Attendez, c'est peut-être, je vais essayer de dézoomer un peu là. Ouais. Fait que tu sais, il va vous montrer tout ce qui se passe dans. Je vais y mettre plus court là, parce que là, ça devient un peu du bruit. Là. Fait qu'il vous montre des graphiques quand il y a eu le plus de logs, tu sais, vous voyez tantôt, on s'est connecté, on a fait des opérations, ben il loguait plus. Puis on voit un peu tout. Là. On peut dire, ben, donne-moi juste les logs du manager, mettons. Fait que là, il va me dire ben, qui crée des connexions, l'admin s'est connecté, que Zabbix est mal configuré, Alouette, qui se connecte, qu'est-ce qui load, tout ça. Fait que ça devient visuel, puis tu sais, vous pouvez faire un export facilement, on peut tailer, on peut tout faire ça. Fait que c'est le fun, c'est centralisé, mais tu sais, si vous voulez vous saler les mains, là, vous cliquez sur terminal, puis on peut rouler tout en ligne de commande. Là, il dit que tout est cool. Bon, il manque de monde, là, mais pour le reste, ça l'empêche pas de tourner. Là. Puis, tu sais, on voit qu'est-ce qu'il fait aussi. Il dit que tous mes groupes de placement sont clean. Mais tu sais, je décide que j'en redémarre un. Là. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Là. Tu sais, on va rebooter. Oui, on reboot. Puis là, tu sais, vous allez voir, la santé va devenir. Ouais, je sais que Zabbix, j'ai fait une faute de frappe. Là. Tu sais, je vais dire watch, CFS. Fait que d'un côté, tu sais, moi, je peux regarder mon terminal, il dit, oh, health warning, il dit qu'il n'y a pas assez de serveurs de métadonnées disponibles et que Zabbix n'est pas configuré. On peut le voir, tu sais,
nos serveurs de MDS, il y en a un sur un qui est démarré. Normalement, il devrait en avoir plusieurs, là. Puis là, il se met à pleurer. Il dit, bon, ben, il y a un rack qui est down, il y a un host qui est down. J'ai 5 objets de stockage qui sont down. Il manque un démon. Il est pas trop sûr que le quorum. Puis là, on voit qu'il commence déjà à se plaindre qu'il y a 33% des données qui sont... Écoute, comme quand il y a un désastre naturel, les personnes disparues, sont-elles disparues ou on va-tu les revoir? Ben, il se donne toujours une heure pour voir si le serveur va revenir parce que c'est quand même assez résilient. Là. Des fois, les gens vont faire des maintenances, pas penser, puis faut que ça survive à ça. Là. En amont, j'aurais dû dire, ben, ne sors pas les disques de la parade. C'est sûr qu'ils vont revenir, là, mais là, ils commencent déjà à recouvrir. Là. Fait que là, vous voyez à votre gauche, là, ils commencent à créer 3 objets secondes. Extrêmement lent, on s'entend, là, parce que c'est une virtualisation nestée. Là. Moi, à la maison, j'ai un Home Lab. J'ai 4 nœuds physiques qui ont chacun 4 SSD, SATA, Enterprise, puis des interfaces 40 GB en LACP. Là, puis je peux recouvrir à peu près à 500 MB secondes. Fait que, tu sais, là, c'est un bel exercice, mais on voit tout de suite qu'est-ce qui se passe. Là. Tu sais, il dit qu'il y en a qui sont actives, mais trop petites, actives et dégradées. Quand actives, en train de nettoyer, puis qui remappent. Là. Fait qu'on on peut le voir reconstruire les données en temps réel. Là. Je pense qu'il devrait arrêter bientôt, là, parce que là, le serveur est bien dur rebooté. Là, mais vous voyez, là, il arrête de recouvrer, puis je suis pas mal certain qu'il va retourner à Health OK dans quelques secondes. Fait que, tu sais, vous voyez, c'est quand même un environnement rassurant. Là. C'est bâti pour les pannes, ça peut péter à un moment inopportun. Tu sais, vous entendez, là, on a 3 serveurs, mais mettons qu'on aurait 350 serveurs. Là, la panne est presque quotidienne, c'est sûr et certain. Là, parce que si tu en as 1% qui brise à tous les mois, ben si tu en as 300, c'est sûr tu en perds 1 ou 3. Fait que là, vous voyez, là, tout en train de se calmer. Là, je vois qu'il se plaint moins de la redondance. Bon, puis là, il va se plaindre des Zabbix, là, mais je peux-tu dire mieux que moi jusqu'à la fin des temps? Il me semble que c'est pas grave. Là. Puis, on voit être encore warning, mais tu sais, il reste pas grand-chose. Fait que je donne 2-3 minutes, il devrait revenir correct, mais tu sais, vous voyez, les ASD sont up, les mons sont tous revenus, les serveurs sont en ligne, l'utilisation est faible, tous nos gateways sont actifs, donc ça fait le tour pas mal. Plus que ça, ben, ce qui est pratique, c'est que ça inclut un abonnement avec Tailscale quand vous l'avez de manière commerciale. Là, c'est pété, vous ouvrez le VPN, vous appelez la compagnie, puis ils peuvent vous aider. Mais aussi, c'est ouvert, là, c'est de l'open source. Là. Il n'y a pas que Croid qui peut se mettre les mains là-dedans. Là. C'est de l'open source complètement. Là. Donc, si vous sentez à l'aise, vous pouvez être vos propres opérateurs, là, puis même le prendre sans service à mon souvenir. Là. Fait que ça fait un peu le tour. Écoutez, ça fait quand même un bon 30 minutes que je vous présente ça. Je ne sais pas si vous avez des questions ou. Oui, il y avait une question de Dominique qui demandait si c'était open source. Oui, absolument. Tu as répondu? Écoute, oui, Ceph, c'est un produit, c'est un projet open source depuis 2009. Mais comment ça Non, se fait mais la distinction entre la version entreprise puis la version free? Ah, ben en fait, la version free, vous l'installez vous-même sur un serveur Red Hat, Fedora, Ubuntu, quelque chose comme ça, avec Ceph ODM qui est entièrement free. Là. Croid, c'est la couche de gestion graphique par-dessus qui, elle, est disponible pour test pour une période de 30 jours, mais qui après ça est un produit commercial. Normalement, les sources sont partagées quelque part. Là. Je vous avoue que j'ai cherché sur GitHub puis j'ai pas trouvé, là, mais c'est ça. Fait que dans le fond, ça ne sert qu'à gérer de manière graphique le produit open source en dessous, là, qui sont généralement, comme je vous dis, Ceph, Keep Alive Day, puis les affaires classiques, là, NFSD, Samba Day, ces choses-là. Je vais vous mettre les documents d'installation. Si jamais vous l'essayez en fin de semaine, là, c'est pas fâchant de déployer 2-3 VM puis de le faire rouler dessus. Les VM, ils ont juste besoin d'être vierges, à part la VM sur laquelle vous faites rouler votre container sur l'OS de votre choix. Là. Personnellement, ma religion, c'est beaucoup Ubuntu, mais ça roule sur n'importe quoi, tant que Docker. Là.